Le lustre au-dessus de notre table au restaurant Le Chêne et la Braise était le genre de pièce qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Du cristal, d'époque, faisant dégouliner sa lumière sur le lin blanc et sur le bord de mon verre de vin. Je me souviens de l'avoir fixé parce que je ne voulais pas regarder le visage de mon mari. Pas encore. Pas pendant que ces mots s'enfonçaient encore dans ma poitrine comme des pierres jetées au fond d'un puits. Je veux dire, soyons sérieux, a-t-il dit avec ce rire facile qui me rassurait autrefois. Soyons honnêtes. Personne d'autre ne faisait exactement la queue. Je l'ai épousée parce qu'elle avait besoin de quelqu'un et que j'avais de la peine pour elle. Vous me connaissez, j'ai un faible pour les âmes perdues. La table a explosé de rire. Son frère Maxime a rejeté la tête en arrière. La femme de Maxime, Pénélope, s'est couvert la bouche, mais ses épaules tremblaient. Son ami d'université, Thibaut, a tapé sur la table assez fort pour faire cliqueter les couverts. Et sa mère Béatrice, assise juste en face de moi avec ses perles et son cachemire, a souri dans sa serviette comme si elle savourait une blague privée. Je m'appelle Camille Beaumont. J'ai 31 ans. Je suis avocate collaboratrice senior chez Rousseau et Leroux, l'un des plus grands cabinets d'avocats en propriété intellectuelle de Paris. J'ai terminé major de ma promotion à l'université Paris-Panthéon-Assas. Je facture 600 € de l'heure. Et pendant les 3 dernières années et 4 mois, j'ai été marié à un homme nommé Romain Valère, qui, à cet instant précis, disait à une table de 8 personnes que j'étais un cas social. Je n'ai rien dit. J'ai posé mon verre de vin. J'ai plié ma serviette. J'ai souri. Le sourire que j'avais perfectionné lors des dépositions, celui qui ne laisse absolument rien paraître. Et je me suis excusé pour aller aux toilettes. Ce que Romain ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais cessé d'être la femme qu'il croyait que j'étais exactement 47 jours plus tôt. Laissez-moi vous ramener en arrière. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée sur un toit dans le Marais, l'été où je suis devenue collaboratrice. J'avais 27 ans, j'étais épuisé, je portais une robe que j'avais achetée l'après-midi même parce que celle que j'avais prévu de mettre avait une tache de café que je n'avais pas remarquée. Romain se tenait près du bar avec une vodka Perrier, grand, brun, le genre de beauté qui a sa place dans une publicité pour parfum. Il m'a dit qu'il était écrivain, romancier. Il travaillait sur son premier livre, quelque chose de littéraire, quelque chose d'important. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû demander qui était son agent. J'aurais dû demander ce qu'il faisait pour gagner sa vie pendant qu'il écrivait ce livre si important. Au lieu de cela, j'ai ri à ses blagues et je l'ai laissé me raccompagner chez moi. Et 3 mois plus tard, je le présentais à mes parents lors du grand repas de Noël chez eux, à Neuilly-sur-Seine. Ma mère m'a prise à part dans la cuisine pendant que nous coupions la dinde. Elle m'a dit, « Camille, ma chérie, est-ce qu'il travaille ?» Je lui ai dit qu'il était écrivain. Elle a répondu, « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Et je me suis mise sur la défensive, comme on le fait quand quelqu'un dit la chose à laquelle on essaie de ne pas penser. Je lui ai dit qu'il venait d'une famille aisée. Je lui ai dit qu'il se concentrait sur son article. Je lui ai dit que je gagnais assez pour nous deux et que ça n'avait pas d'importance. Elle m'a regardé longuement et elle m'a dit, « Promets-moi juste de garder quelque chose à toi. Promets-moi ça, Camille. » J'ai promis. J'ai rompu cette promesse dans les 6 mois qui ont suivi notre mariage. Nous nous sommes mariés dans un domaine viticole dans la vallée de la Loire. Sa mère a pleuré. La mienne non. Le lendemain de notre lune de miel, Romain m'a fait asseoir sur l'îlot de notre cuisine et m'a dit que les couples mariés ne devaient pas avoir de secret. Qu'un véritable partenariat signifiait tout partager. Que ses parents avaient toujours fait comme ça. Il voulait être ajouté à mon compte courant, à mon livret d'épargne, à mon compte d'investissement. Il voulait les mots de passe de tout. Il l'a dit comme si c'était romantique. Il l'a dit comme si j'étais paranoïaque rien que d'hésiter. Je l'ai ajouté à tout. La première année, c'était de petites choses. 300 € par-ci, 5 cents par-là, des dîners au restaurant, une veste, une paire de baskets qui coûtaient plus cher que le loyer de mon premier appartement. Il n'a jamais demandé. Il n'en avait pas besoin. Il avait la carte bancaire. La deuxième année, les retraits sont devenus plus importants. Il m'a dit qu'il investissait. Il m'a dit qu'il travaillait sur un deuxième livre, un thriller cette fois, quelque chose de commercial, quelque chose qui rapporterait vraiment de l'argent. Il a dit qu'il avait besoin d'un bureau.
Le bureau a coûté 4 000 €. Il a dit qu'il avait besoin d'une retraite d'écriture. La retraite était dans le Luberon et a coûté 11 000 € pour 2 semaines. Il y est allé seul. Il disait avoir besoin de solitude. À la 3e année, j'avais arrêté de regarder les relevés bancaires. Non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que les regarder me rendait malade, et qu'être malade me faisait me sentir faible, et que me sentir faible me donnait l'impression d'être exactement la femme qu'il était en train de me faire devenir, lentement, patiemment, délibérément. 47 jours avant le dîner au chêne et la braise, je suis rentré tôt d'une déposition qui s'était réglée à l'amiable contre toute attente. C'était un mercredi après-midi. La voiture de Romain était dans l'allée, ce qui n'était pas inhabituel. Ce qu'il était, c'était la 2e voiture, une Audi blanche que je ne reconnaissais pas, garée derrière la sienne. Je suis resté assise dans ma propre allée pendant 11 minutes. Je sais que ça a duré 11 minutes parce que je les ai chronométrées sur l'horloge du tableau de bord. J'ai observé la fenêtre de la façade. J'ai regardé l'ombre de mon mari traverser le salon, puis une autre ombre, plus petite, une ombre de femme, traverser derrière lui. Je l'ai regardé lui tendre quelque chose, peut-être un verre. Je les ai regardés rire. J'ai enclenché la marche arrière. J'ai conduit jusqu'à un café à 3 km de là. J'ai commandé un crème que je n'ai pas bu, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre compte joint pour la première fois en 8 mois. Je suis resté là pendant 3 heures. Au moment où j'ai fermé l'ordinateur, mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus tenir la tasse. Au cours des 18 derniers mois, Romain avait retiré, transféré ou dépensé 147 000 €. Il y avait un historique de virements Lydia remontant à une femme nommée Inès Garcia, totalisant 19 000 €. Il y avait des frais d'hôtel dans 3 villes différentes où je n'étais jamais allé. Il y avait des billets d'avion que je n'avais jamais pris. Il y avait une ligne de crédit que je n'avais jamais demandée, à nos 2 noms, avec un solde de 42 000 €. Et là, daté de seulement 6 semaines plus tôt, se trouvait une demande de prêt hypothécaire sur la valeur de la maison que j'avais achetée avec mon propre argent avant même de le rencontrer, avec une signature qui ressemblait presque à la mienne, mais pas tout à fait. Le prêt était toujours en attente d'approbation. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis allé aux toilettes de ce café. J'ai vomi. Puis je me suis lavé le visage, j'ai remis mon rouge à lèvres et je suis retourné à ma voiture, une femme différente de celle qui y était entrée. La femme qui était entrée l'aimait encore, ou était du moins assez perdue pour se demander si elle l'aimait. La femme qui est ressortie avait tiré un trait définitif. Voici ce que j'ai fait cette nuit-là pendant que Romain dormait dans notre lit. J'ai pris mon téléphone et j'ai changé le mot de passe de notre compte joint, de notre livret d'épargne, de notre compte d'investissement et de nos cartes de crédit. Tous. Sans exception. J'ai basculé la double authentification sur un numéro de téléphone auquel il n'avait pas accès. Je l'ai déconnecté de tous les appareils. J'ai appelé le numéro d'urgence de la banque, disponible 24h24. Et j'ai signalé la demande de prêt hypothécaire comme frauduleuse. J'ai utilisé le mot falsifié. J'ai parlé calmement et clairement. J'ai éplé mon nom. Je leur ai donné le numéro de référence du prêt. Le prêt a été signalé et gelé dans l'heure. J'ai ouvert un nouveau compte courant à mon nom uniquement, dans une banque différente. J'y ai transféré le virement direct de mon salaire. J'ai laissé le compte joint ouvert avec un petit solde parce que je voulais qu'il continue à l'utiliser. Je voulais des preuves. J'ai appelé ma meilleure amie de la faculté de droit, Juliette, qui fait du droit de la famille dans le 8e arrondissement. J'ai dit, Juliette, j'ai besoin de toi. Elle m'a dit, donne-moi 24 heures. Elle m'en a donné 12. Pendant les 47 jours suivants, j'ai mené une double vie. Chaque matin, j'embrassais Romain pour lui dire au revoir et je lui souhaitais une journée d'écriture productive. Chaque soir, je rentrais à la maison et je lui demandais comment avançait son roman. Il me disait que ça prenait forme. Il me disait qu'il avait eu une illumination. Il me disait qu'il m'aimait. Et chaque après-midi, pendant ma pause déjeuner, je m'asseyais dans le bureau de Juliette, au 19e étage d'un immeuble en verre du quartier d'affaires, et nous montions un dossier si solide qu'il était inattaquable. Nous avons sommé les hôtels de fournir leurs registres. Nous avons extrait l'historique Lydia. Nous avons retracé les billets d'avion. L'enquêtrice privée de Juliette, une femme discrète nommée Delphine, a filé Romain pendant 3 semaines et a produit un rapport de 40 pages avec des photos.
Inès Garcia était une professeure de yoga de 24 ans qu'il fréquentait depuis 14 mois. Il lui avait dit qu'il était séparé. Il lui avait dit qu'il prévoyait de me quitter dès qu'il aurait signé son contrat d'édition. Il n'y avait pas de livre. Il n'y avait jamais eu de livre. Il n'y avait même pas un seul chapitre de terminé. Delphine a également fourni quelque chose que je n'avais pas demandé, une enquête d'antécédents qui a révélé une ex-femme en Normandie. Elle s'appelait Marine. Elle s'était portée garante d'un prêt commercial pour Romain en 2018. Il avait vidé les caisses de l'entreprise, fait défaut sur le prêt et l'avait laissé avec 160 000 € de dette. Elle remboursait cette dette toute seule depuis 6 ans. J'ai pris la route pour Rouen un samedi et je l'ai retrouvée dans une brasserie près de l'autoroute. Elle avait 36 ans. Elle avait une fille. Elle a pleuré quand je lui ai dit pourquoi j'étais là. Elle m'a donné un dossier de 8 cm d'épaisseur. Elle a dit, j'ai essayé de prévenir la précédente, aussi. Je n'ai pas pu la trouver à temps. Il y en avait eu une autre entre nous. Je n'ai pas demandé son nom. Juliette a déposé la demande de divorce un mardi. Nous l'avons gardée sous le coude. Nous ne la lui avons pas encore signifiée. Je voulais qu'il soit présent pour la fin que j'étais en train d'écrire. Je voulais le dîner au chêne et la braise. Ce dîner était prévu depuis des semaines. C'était l'anniversaire de Béatrice. La mère de Romain, ma belle-mère, qui avait passé 3 ans à me dire, par petites touches prudentes, que j'avais de la chance d'avoir son fils, que je devrais perdre quelques kilos, que je devrais sourire davantage. Que je devrais être plus reconnaissante parce que Romain aurait pu avoir n'importe qui. J'ai dit à Romain que je voulais rendre ce moment spécial. Je lui ai dit que j'avais fait la réservation au chêne et la braise. Je lui ai dit que je m'occupais de tout. J'ai réservé le salon privé. J'ai payé l'addition d'avance. J'ai commandé le vin. Et j'ai demandé au maître d'hôtel si le restaurant disposait d'un vidéoprojecteur, car je voulais montrer un petit diaporama comme cadeau surprise pour l'anniversaire de Béatrice. Il a répondu, bien sûr, madame. J'étais donc là, dans les toilettes du chêne et la braise, appuyé contre le comptoir en marbre, à me regarder dans le miroir. Mon mascara était parfait. Mon rouge à lèvres était parfait. Ma respiration était régulière. J'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un texto à Juliette. Faites-le maintenant. L'assistante juridique de Juliette, qui était garée devant notre maison depuis 18 heures, s'est approchée de la porte d'entrée et y a scotché les papiers du divorce dans une enveloppe scellée portant la mention urge. Puis elle m'a envoyé une photo. J'ai envoyé un deuxième texto à Delphine, qui attendait seule à une table dans la salle à manger principale du chêne et la braise, à une table de la nôtre. Prête? Je suis retourné à la table. Romain a levé les yeux. Il a fait un grand sourire. Il a dit, la voilà. On parlait justement de toi. J'ai souri. J'ai répondu, je m'en doutais. Béatrice a reniflé. Maxime a eu un sourire en coin. Pénélope fixait son assiette. Je me suis assise. J'ai pris mon verre de vin. Et j'ai dit, avant de passer au dessert, j'aimerais faire quelque chose de spécial pour l'anniversaire de Béatrice. Un petit diaporama. Quelques souvenirs. Le visage de Béatrice s'est illuminé. Oh, Camille, c'est tellement attentionné. C'est vraiment adorable de ta part. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'au petit pupitre au fond de la pièce où le projecteur était installé. J'ai branché mon téléphone. L'écran s'est allumé derrière moi, occupant tout le mur. La première diapositive était une photo de Romain et Béatrice à notre mariage. Tous les deux rayonnants. La mère et le fils. La table a poussé des cris d'attendrissement. J'ai cliqué. La deuxième diapositive était un relevé bancaire, surligné en jaune. Un transfert de 48 000 € de mon compte d'épargne personnelle vers un compte joint, que Romain avait ensuite versé au cours de 6 mois à une femme nommée Inès Garcia. Les murmures se sont arrêtés. J'ai cliqué. La troisième diapositive était une photo. Romain et Inès, à la piscine d'un hôtel à Cannes, le bras de Romain autour de sa taille, elle en train de lui rire au nez. L'horodatage dans le coin datait d'un week-end où il m'avait dit être en retraite d'écriture silencieuse. J'ai cliqué. La quatrième diapositive était la demande de prêt frauduleuse, mon nom, une signature qui n'était pas la mienne, le montant en attente, 240 000 €,
gagé sur une maison qui m'appartenait avant même qu'il n'entre dans ma vie. Romain s'est levé. Son visage avait pris la couleur de la nappe blanche. Il a dit, « Camille, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. » J'ai cliqué. La 5e diapositive était une photo de Marine, sa première femme, celle dont il m'avait dit qu'elle n'existait pas, celle dont il n'avait jamais mentionné les dettes. J'avais flouté le visage de sa fille. Béatrice a émis un petit son étouffé. J'ai cliqué. La 6e diapositive était une seule phrase en texte noir sur fond blanc. Juliette Dubois, avocate en droit de la famille. Papier de divorce signifié ce soir à 20h47. J'ai regardé ma montre. J'ai dit, c'était il y a 11 minutes. Delphine s'est levée de la table voisine. Elle s'est approchée de Romain et lui a tendu une enveloppe Kraft scellée. Elle a dit, « Monsieur Valère, vous avez été assigné. Bonne soirée. » Romain émettait un son qui n'était pas un mot. C'était quelque chose entre un halètement et un rire, comme si sa gorge n'arrivait pas à décider ce qu'elle était censée faire. Maxime s'était levé aussi, à moitié, coincé entre son frère et la porte. Thibaut fixait son téléphone comme s'il allait le sauver. Pénélope pleurait vraiment. J'ai presque ressenti de la pitié pour elle. Béatrice a retrouvé sa voix en premier. Elle a dit, « Camille, c'est une fête de famille. Comment oses-tu? Comment oses-tu nous humilier de la sorte? » Je l'ai regardée. J'ai regardé cette femme qui avait passé 3 ans à me faire me sentir toute petite à sa manière, discrète et élégante, et j'ai dit, « Béatrice, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je tiens également à t'informer que la montre à 6 000 € que Romain t'a offerte à Noël dernier a été achetée avec ma carte de crédit sans que je le sache ni y consente. Mon avocate te contactera pour sa restitution ou son remboursement. À toi de choisir. » Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. J'ai pris mon sac à main. J'ai marché jusqu'au maître d'hôtel. J'ai dit, « Merci pour tout. L'addition est déjà réglée. S'il vous plaît, assurez-vous que mon mari et sa famille profitent du reste de leur soirée. » Et puis je suis sorti du Chêne et la Bresse dans la nuit d'octobre, et j'ai pris la plus longue et la plus profonde inspiration que j'ai prise en 3 ans et demi. Voici ce que je veux que vous compreniez, parce que c'est la partie la plus importante. Je ne me suis pas sentie triomphante. Pas tout de suite. Ce que j'ai ressenti, debout sur le trottoir en attendant mon Uber, était quelque chose de beaucoup plus silencieux. J'ai eu l'impression d'avoir enfin posé une valise que je traînais derrière moi depuis si longtemps que j'avais oublié que je la portais. J'ai ressenti l'absence de poids. Et cette absence de poids est une forme de deuil en soi, parce que l'on réalise à ce moment-là à quel point on a enduré de choses, quelle part de sa vie on a abandonné, une petite concession à la fois. Le divorce a pris 8 mois. Romain s'est battu. Bien sûr, les hommes comme Romain se battent toujours, parce que les hommes comme Romain ne supportent pas de perdre et ne supportent pas d'être démasqués. Juliette l'a détruit. La demande de prêt falsifié suffisait à elle seule pour que le juge m'accorde tout ce que je demandais, et nous avons tout demandé. Les dettes communes lui ont été attribuées. J'ai gardé la maison. Les 147 000 € de retrait frauduleux documentés sont devenus un jugement contre lui, qu'il paiera pour le reste de sa vie. Inès Garcia l'a quitté 2 semaines après le restaurant. Elle m'a envoyé une demande Lydia pour l'argent qu'il lui avait donné, ce que j'ai trouvé drôle d'une manière que je n'ai pas partagée. Je l'ai bloqué. Marine et moi sommes restés en contact. Elle est maintenant assistante juridique dans un cabinet à Rouen. Sa fille a 12 ans. Nous déjeunons ensemble tous les quelques mois. Nous ne parlons pas de lui. Nous parlons de nos vies, celles que nous construisons de l'autre côté de lui. Béatrice a essayé de m'appeler une fois. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé une lettre un mois plus tard, écrite à la main sur son papier à lettres crème, pour me dire que j'avais surréagi, que Romain traversait une période difficile, que les familles surmontent les épreuves ensemble. Je n'ai pas répondu à ça non plus. Certains silences sont les phrases les plus éloquentes que l'on puisse prononcer. J'ai déménagé, non pas par obligation. La maison était à moi légalement, financièrement, entièrement. J'ai déménagé parce que chaque pièce de cette maison contenait un souvenir de lui, et que je voulais un espace qui me soit propre dès le premier matin. J'ai acheté un appartement près du canal Saint-Martin, avec des murs en briques apparentes, de grandes fenêtres et une vue sur l'eau. J'ai peint la chambre d'une couleur appelée lin du matin.
J'ai acheté un lit qui n'était qu'à moi. J'ai repris mon nom, Camille Leroux, qui était le nom de jeune fille de ma mère, que j'avais pris quand j'avais quitté la maison de mes parents à 18 ans, car le nom de mon père ne m'avait jamais vraiment convenu. Leroux était pour moi. Ça avait toujours été pour moi. Je suis devenu associé au cabinet 6 mois après que le divorce a été finalisé. Mon bureau a une vue sur la Seine. Je garde une photo sur mon bureau. C'est une photo que j'ai prise de moi-même dans le miroir des toilettes du Chêne et la Braise, le soir où je suis parti. Je ne souris pas dessus. Je regarde simplement. Elle me rappelle. 1 an après tout cela, j'ai pris un café avec ma mère à Neuilly. Nous étions assises dans sa cuisine, la même cuisine où elle m'avait prise à part à Noël 4 ans plus tôt, et elle m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit, « Tu sais ce que j'ai remarqué en premier, Camille? Quand tu l'as ramené à la maison cette fois-là ?» J'ai demandé, « Quoi ?» Elle m'a répondu, « J'ai remarqué que tu riais différemment en sa présence. Tu riais trop vite. Tu riais avant que la blague ne soit terminée. Je t'ai regardé faire et j'ai pensé, ma fille essaie de faire en sorte qu'un homme se sente grand. Et c'est le premier signe. C'est toujours le premier signe. Une femme qui doit faire en sorte qu'un homme se sente grand est une femme dont la propre lumière s'éteint. » J'ai pleuré. J'ai pleuré juste là, à la table de sa cuisine, non pas parce que j'étais triste, mais parce que j'avais attendu 4 ans pour l'entendre dire la chose qu'elle avait vue avant que je ne puisse la voir. Elle m'a tenu la main de l'autre côté de la table et a dit, « Tu es revenu. C'est tout ce qui compte. Tu es revenu à toi-même. » Si vous regardez ceci et que vous êtes dans une maison où vous vous sentez lentement devenir plus petite, où vous riez lentement trop vite, où vous cédez lentement les mots de passe et les contes et les parties de vous-même qui n'appartenaient autrefois qu'à vous seul. Je veux que vous m'écoutiez. Vous n'êtes pas obligé de tout brûler. Vous n'êtes pas obligé de faire un scandale dans un restaurant. Ma méthode était ma méthode. Votre méthode sera votre méthode. Mais vous devez commencer. Vous devez vous connecter. Vous devez regarder. Vous devez ouvrir les relevés bancaires et les lire même quand vos mains tremblent. Vous devez appeler cet ami qui s'y connaît en droit de la famille. Vous devez tenir la promesse que vous avez faite aux femmes qui vous ont précédé, parce que quelque part, il y a une femme qui a essayé de vous prévenir et qui espère que vous sortirez à temps. Gardez quelque chose qui vous appartient. Mettez-le de côté. Gardez une porte dont vous seul avez la clé. Non pas parce que l'amour exige la méfiance, mais parce qu'un amour qui vous demande de lui remettre chaque clé n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Et vous n'êtes pas une maison pour être possédé. Je cours tous les matins maintenant, le long du canal. Il y a un banc où je m'arrête parfois à mi-chemin, je m'assieds et je regarde la lumière se lever sur l'eau. La plupart des matins, je ne pense à rien en particulier. Certains matins, je pense à la femme que j'étais à ce dîner, lissant ma serviette, arborant mon sourire de déposition. Je pense au moment où j'ai posé mon verre de vin. Je pense à la marche vers les toilettes, au couloir avec ses appliques tamisées, au miroir, et je pense exactement la même chose à chaque fois, personne d'autre ne voulait de moi. Non, la vérité, c'est que je me suis enfin voulu moi-même, et cela s'est avéré être suffisant. Cela s'est avéré être plus que suffisant. Cela s'est avéré être tout.